Elle était nouvelle infirmière à l'hôpital. Elle a bousculé le médecin arrogant devant tout le monde. Il est tombé, elle est tombée par-dessus. Et pour la première fois, tout l'hôpital a ri. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému en tant qu'auditeur premium, il y a des romances encore plus profondes, intenses et secrètes. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenir membre » maintenant et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. À l'hôpital Saint-Bernard, une institution d'excellence située au cœur de Paris, Dr Thomas Rivière était connu tant pour son habileté chirurgicale que pour sa froideur. À 42 ans, il était considéré comme le meilleur neurochirurgien du pays, un homme dont la réputation traversait les frontières, mais dont le cœur semblait enveloppé d'une couche impénétrable de glace. Sa présence à l'hôpital provoquait un mélange d'admiration et de crainte. Les couloirs devenaient silencieux à son passage, comme si l'air lui-même craignait de le déranger. « Docteur Rivière, pourriez-vous jeter un œil à cette analyse ?» demanda l'un des internes, s'approchant avec hésitation. Thomas lança un regard critique au jeune médecin et, sans dire un mot, prit le dossier. Il analysa les images pendant quelques secondes et rendit le document avec un diagnostic précis et une série de directives techniques impeccables, mais sans la moindre trace d'empathie ou de cordialité. « La prochaine fois, ayez plus confiance en vos connaissances avant de me consulter pour quelque chose d'aussi élémentaire, » dit-il, s'éloignant sans attendre de réponse. C'était la routine à Saint-Bernard. Thomas Rivière sauvait des vies avec des mains précises et un esprit brillant, mais il tenait à maintenir tout le monde à une distance sécuritaire. Fils unique d'une famille traditionnelle de médecins parisiens, Thomas avait grandi entouré d'attentes. Son père, également neurochirurgien, avait été une figure absente pendant son enfance, se consacrant entièrement à l'hôpital. Enfant, Thomas avait juré qu'il serait différent, mais le temps et les circonstances l'avaient transformé en une version encore plus rigide de son géniteur. La vie de Thomas était méticuleusement organisée. Il habitait un appartement luxueux dans le quartier du Marais, conduisait une voiture importée et ses vêtements étaient toujours impeccables, tout comme sa posture. Sa routine ne laissait aucune place aux imprévus. Il se réveillait à 5 heures du matin, faisait de l'exercice, arrivait à l'hôpital à 7 heures précises et ne partait qu'après avoir personnellement vérifié chacun de ses patients. Il n'avait pas d'amis proches, seulement des collègues professionnels qu'il maintenait à une distance calculée. Les relations amoureuses étaient rares et brèves, car personne ne parvenait à franchir la barrière qu'il avait construite autour de lui-même. Un lundi matin, alors que le soleil tentait de percer la brume typique de l'hiver parisien, une nouvelle infirmière arriva au service de neurochirurgie. Aurélie Martin, 32 ans, venait de Marseille, avec une recommandation impeccable du centre hospitalier universitaire marseillais. Ses yeux marrons transmettaient un mélange de détermination et de gentillesse, et son sourire sincère avait déjà conquis la sympathie de l'équipe infirmière dès son premier jour. « Bienvenue à Saint-Bernard. »« Aurélie » dit Madame Leroy, l'infirmière en chef, une dame d'âge moyen qui connaissait tous les secrets et histoires de l'hôpital. « Tu arrives à un bon moment. Nous avons besoin de sang neuf dans l'équipe. »« Merci, Madame Leroy, je suis impatiente. »« T'as de commencer, » répondit Aurélie, ajustant son badge sur son uniforme bleu clair. « Juste un conseil, » continua Madame Leroy, baissant la voix. « Essaie de ne pas croiser le chemin du docteur Rivière sans nécessité. C'est un excellent médecin, peut-être le meilleur que j'ai jamais vu, mais il a le cœur de la taille d'une olive et le tempérament d'une vipère avec un mal de dents. » Aurélie sourit, tentant de cacher sa nervosité. La réputation du docteur Rivière était parvenue jusqu'à Marseille, et la perspective de travailler avec lui était à la fois intimidante et stimulante. Dans sa ville natale, elle s'était distinguée par sa compétence et son empathie, qualité qui lui avait valu d'être recommandée pour Saint-Bernard. Cependant, l'environnement d'un grand hôpital parisien était différent de ce à quoi elle était habituée, plus froid et compétitif. Ce même matin, alors qu'elle organisait le matériel pour sa première opération dans le nouvel hôpital, Aurélie aperçut Thomas pour la première fois.
Il se tenait au bout du couloir discutant d'un cas avec 2 autres médecins. Même à distance, sa présence était imposante. Grand, les épaules larges, des cheveux grisonnants aux tempes qui contrastaient avec le noir intense du reste, et une posture qui émanait l'autorité. Quand il éleva la voix pour souligner un point, Aurélie sentit un frisson parcourir son échine. « C'est le docteur Rivière ?» demanda-t-elle à une technicienne infirmière qui se tenait à ses côtés. « En chair, en os et de mauvaise humeur, » répondit la technicienne. « Ne t'inquiète pas. Il n'a pas l'habitude de s'en prendre aux nouvelles infirmières, du moins pas le premier jour. » Aurélie observa Thomas pendant quelques instants de plus. Il y avait quelque chose chez lui qui allait au-delà de la posture. Arrogante, quelque chose dans ses yeux quand il ne parlait pas, une sorte de solitude qu'elle reconnaissait bien. À Marseille, Aurélie avait travaillé avec de nombreux médecins brillants et avait appris que, souvent, les plus difficiles étaient ceux qui portaient les blessures les plus profondes. La première semaine d'Aurélie à Saint-Bernard passa rapidement. Elle s'adaptait bien aux routines et protocoles, gagnant la confiance de ses collègues par son efficacité et sa manière apaisante avec les patients. Elle observait Thomas de loin, remarquant comment il opérait avec une précision millimétrique, comment ses diagnostics étaient pertinents, mais aussi comment il semblait incapable d'offrir un mot de réconfort à ceux qui souffraient. 1. Après-midi particulièrement chargé, Aurélie fut désignée pour assister à une opération d'urgence dirigée par Thomas. C'était la première fois qu'elle travaillerait directement avec lui, et son cœur s'accéléra à cette perspective. L'opération était délicate, un jeune homme avec un anévrisme cérébral qui pouvait se rompre à tout moment. Dans la salle d'opération, Thomas travaillait dans un silence absolu. Ses yeux, la seule partie visible de son visage derrière le masque, restaient fixes et concentrés. Aurélie observait ses mouvements, admirative de la précision et de la confiance avec lesquels il naviguait dans le cerveau du patient. Lorsqu'il demanda un instrument, elle le lui tendit sans hésitation, anticipant ses besoins avec une intuition qui surprit même le chirurgien. « Bon travail », dit-il à la fin de l'intervention, la regardant dans les yeux pour la première fois. Ce n'étaient que 2 mots, prononcés sans intonation particulière, mais Aurélie sentit comme si elle avait reçu le plus grand des honneurs. À ce moment-là, quelque chose s'alluma en elle, une certitude qu'il y avait un but plus grand dans son transfert à Paris, un but qui, d'une manière ou d'une autre, était lié à l'homme de glace qui venait de complimenter son travail. Les jours à l'hôpital Saint-Bernard suivaient une routine quasi militaire, en particulier dans le département de neurochirurgie dirigé par Thomas Rivière. Les visites matinales commençaient ponctuellement à 7 heures, avec Thomas en tête d'un groupe de médecins internes qui le suivaient comme des planètes orbitant autour d'un soleil distant et implacable. Aurélie, encore en train de s'adapter au nouvel environnement, observait cette dynamique avec curiosité, maintenant toujours une distance respectueuse. C'était un mercredi matin lorsque Madame Leroy appela Aurélie pour une conversation privée, dans la salle de repos des infirmières. « Aurélie, je dois te dire quelque chose », commença l'infirmière en chef, servant un café fort pour toutes les 2. « Le docteur Rivière a spécifiquement demandé que tu sois présente à toutes ces opérations à partir de maintenant. » Aurélie faillit s'étouffer avec son café. « Moi? Mais pourquoi ?» Il ne l'a pas expliqué. Il n'explique jamais rien. Mais en 15 ans de travail avec cet homme, je ne l'ai jamais vu faire une telle demande. Tu dois avoir fait bonne impression. Cette nouvelle laissa Aurélie avec des sentiments contradictoires. D'un côté, c'était un honneur de travailler directement avec le meilleur neurochirurgien du pays. De l'autre, la perspective de passer plus de temps sous le regard critique de Thomas était intimidante. Néanmoins, il y avait une curiosité croissante en elle, un désir de comprendre ce qui se cachait derrière la façade froide de cet homme. Le lendemain, Aurélie entra dans la salle d'opération, le cœur battant, mais déterminée à montrer sa valeur. L'opération était complexe, une résection de tumeurs cérébrales dans une zone éloquente qui exigeait une précision absolue pour ne pas affecter les fonctions vitales du patient. Pendant des heures, elle travailla en parfaite harmonie avec Thomas, anticipant chaque besoin, gardant son calme même dans les moments les plus tendus. « Tu as un talent naturel pour cela », commenta Thomas à la fin de l'intervention, alors qu'il se lavait les mains.
C'était le commentaire le plus long qu'il lui avait adressé jusqu'alors. « Où as-tu appris à assister avec tant de précision ?»« Au CHU de Marseille, monsieur. J'ai travaillé avec le docteur Laurent Moreau pendant 5... » Laurent? La mention du nom sembla éveiller quelque chose chez Thomas. Nous avons fait notre internat ensemble. Il a toujours été brillant, bien qu'un peu... Il hésita comme s'il choisissait soigneusement ses mots, trop émotifs. « À mon goût. » Aurélie sourit, reconnaissant la description de son ancien mentor. Le docteur Moreau disait souvent qu'un bon médecin a besoin de 3 choses, des mains fermes, un esprit clair et un cœur ouvert. Thomas la regarda avec une expression illisible. 2 sur 3, ce n'est pas un mauvais résultat, dit-il, avant. De se retirer. Ce petit échange marqua le début d'une dynamique curieuse entre eux. Dans les semaines qui suivirent, Aurélie devint une présence constante dans les opérations de Thomas. Bien qu'il entamât rarement des conversations au-delà de ce qui était nécessaire pour les procédures, il y avait des moments où leurs regards se croisaient au-dessus des masques chirurgicaux et quelque chose de silencieux était communiqué. L'autopsie reste de l'équipe remarqua le changement subtil dans le comportement du docteur Rivière. Il était toujours exigeant et parfois brusque, mais ses explosions de tempérament avaient considérablement diminué. « C'est comme si tu avais un effet apaisant sur lui », commenta le docteur Philippe Dumont, l'un des rares collègues qui osait parler avec Thomas en dehors du cadre professionnel. « Qu'as-tu mis dans son café ?» Aurélie se contenta de sourire, embarrassée par l'insinuation. La vérité est qu'elle-même ne comprenait pas ce qui se passait. Elle se sentait inexplicablement attirée par cet homme complexe, pas seulement pour son génie médical, mais pour quelque chose de plus profond qu'elle pressentait exister sous la surface glacée. Chez elle, dans un petit appartement loué, dans le quartier du Canal Saint-Martin, Aurélie se surprenait souvent à penser à Thomas. Elle essayait de rationaliser ses sentiments, se disant à elle-même que ce n'était que de l'admiration professionnelle, mais elle savait qu'il y avait plus. Dans ses appels hebdomadaires à sa famille à Marseille, elle évitait de mentionner le docteur Rivière, craignant que sa mère, toujours perspicace, ne perçoive l'émotion dans sa voix. L'hôpital, pendant ce temps, bouillonnait de rumeurs sur la nouvelle dynamique entre le redouté neurochirurgien et l'infirmière marseillaise. Certains spéculaient romantiquement, d'autres ne voyaient qu'une relation professionnelle, mais tous s'accordaient à dire que quelque chose avait changé dans le département de neurochirurgie. « Fais attention », avertit Madame Leroy un après-midi, quand elle surprit Aurélie regardant pensivement le bureau de Thomas. Cet homme a brisé plus de cœurs dans cet hôpital que certains patients cardiaques. « Ne t'inquiète pas, Marie, je sais exactement où je mets les pieds », répondit Aurélie, bien qu'elle n'en soit pas si sûre elle-même. Un vendredi particulièrement agité, l'hôpital reçut une urgence complexe, un patient avec un traumatisme crânien grave après un accident de voiture. L'équipe de traumatologie stabilisa l'homme, mais une intervention neurochirurgicale immédiate était nécessaire. Thomas fut appelé, et comme toujours, Aurélie était à ses côtés. L'opération dura 7 heures épuisantes. La pression intracrânienne du patient oscillait dangereusement, et plusieurs fois il sembla qu'ils allaient le perdre. Thomas travailla avec une concentration surnaturelle, ses mains bougeant avec une précision millimétrique, tandis que des gouttes de sueur coulaient sur son front. Aurélie resta ferme, anticipant chaque besoin, gardant son calme même dans les moments les plus critiques. Lorsqu'ils refermèrent enfin le crâne du patient et que les signes vitaux se stabilisèrent, un soupir collectif de soulagement parcourut la salle. Thomas regarda Aurélie, et pour la première fois, elle vit quelque chose au-delà de la froideur habituelle dans ses yeux. Il y avait de la gratitude, du respect, et peut-être, juste peut-être, quelque chose de plus. « Nous n'aurions pas réussi sans toi, » dit-il d'une voix assez basse pour qu'elle seule l'entende. Épuisés, ils sortirent ensemble de la salle d'opération. Dans le couloir, Thomas s'arrêta soudainement et se tourna vers elle. « Aurélie, voudrais-tu prendre un café ? En dehors de l'hôpital, je veux dire. » La question la prit complètement au dépourvu. Pendant un moment, Aurélie resta sans voix, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il puisse l'entendre. « J'adorerais, » répondit-elle finalement, essayant de ne pas montrer le tourbillon d'émotions que la question avait suscité. « Parfait. Demain, au café de la Rive, à Finsanti-Sortise. 10 heures ? C'est un endroit tranquille, loin de l'hôpital.
Demain à 10 heures, confirma-t-elle, l'observant s'éloigner dans le couloir. Cette nuit-là, Aurélie put à peine dormir. Elle repassait mentalement chaque interaction qu'elle avait eue avec Thomas ces dernières semaines, essayant de comprendre ce qui avait changé. Elle se rappelait sa réputation, les avertissements de Madame Leroy, mais elle faisait aussi confiance à son intuition, qui lui disait qu'il y avait plus chez cet homme que ce que les autres parvenaient à voir. Le samedi se leva avec un ciel clair et un soleil doux, rare pour Paris à cette période de l'année. Aurélie choisit soigneusement une tenue décontractée, un jean, un chemisier bleu clair et une veste légère. Elle voulait paraître détendue, mais pas négligée. Elle arriva au café 10 minutes avant l'heure convenue, choisissant une table discrète au fond de l'établissement. À 10 heures précises, Thomas entra dans le café, vêtu d'un pantalon sombre et d'une simple chemise blanche, sans la blouse. Et le stéthoscope, il semblait presque une personne différente. Ses yeux parcoururent l'endroit jusqu'à trouver Aurélie, et un léger sourire, peut-être le premier qu'elle voyait sur son visage, illumina ses traits. Tandis qu'il s'approchait de la table, Aurélie sentit une certitude grandir en elle. Cette rencontre, apparemment fortuite, marquerait le début de quelque chose de significatif dans leur vie. Ce qu'elle ne savait pas, c'était à quel point leurs existences étaient sur le point de s'entremêler, et comment le destin avait déjà tracé un chemin qui les unirait d'une manière qu'aucun des deux ne pouvait imaginer. Le café de la Rive était un refuge de tranquillité au milieu du chaos parisien, connu pour son ambiance chaleureuse et discrète. Assis à une table au fond, Thomas et Aurélie semblaient deux étrangers tentant de se déchiffrer l'un l'autre à travers des tasses de café fumant. Le silence initial, chargé d'attente, fut rompu par Thomas. « Je veux te remercier pour ton travail hier », commença-t-il avec une formalité qui semblait être une armure. « Ta présence dans la salle d'opération fait la différence. » Aurélie sourit, tenant la tasse des deux mains pour dissimuler le léger tremblement qu'elle ressentait. « Merci, docteur Rivière. Cela signifie beaucoup venant de vous. »« Thomas », corrigea-t-il. « En dehors de l'hôpital, je suis simplement Thomas. » Il y avait quelque chose de vulnérable dans sa façon de dire cela, comme s'il retirait une couche de protection. Aurélie acquiesça, sentant le poids de ce petit geste. « Et moi, je suis simplement Aurélie, » répondit-elle, trouvant enfin le courage de le regarder directement dans les yeux. La conversation s'écoula étonnamment bien après ce début hésitant. Ils parlèrent de médecine, bien sûr, mais aussi de livres, de musique et des différences entre Paris et Marseille. Thomas révéla qu'il n'avait jamais visité le Sud, et Aurélie décrivit avec passion les plages de sa terre natale, la chaleur humaine des gens, les saveurs intenses de la cuisine régionale. « Tu en as la nostalgie », observa-t-il, non pas comme une question mais comme une constatation. « Tous les jours, admit Aurélie, mais Paris a ses charmes, et l'hôpital Saint-Bernard représente une opportunité que je ne pouvais pas refuser. »« Pourquoi as-tu choisi les soins infirmiers ?» demanda Thomas, se penchant légèrement en avant, sincèrement intéressé. Aurélie hésita un moment, comme si elle décidait quelle part d'elle-même révéler. « Ma grand-mère est tombée malade quand j'avais 12 ans. Cancer. J'ai passé des mois à ses côtés à l'hôpital, observant les infirmières. La façon dont elles prenaient soin d'elle, avec dignité et compassion, cela m'a profondément marqué. Ses yeux brillèrent à ce souvenir. J'ai réalisé que les médecins entrent et sortent rapidement, font leur travail technique qui est essentiel, bien sûr. Mais ce sont les infirmières qui tiennent les mains des patients pendant la nuit, qui connaissent leurs peurs, qui apportent du réconfort dans les moments les plus solitaires. » Thomas l'observait avec une intensité déconcertante, comme s'il voyait au-delà de ses paroles. « Et toi ?» demanda-t-elle, retrouvant sa contenance. « Pourquoi la neurochirurgie ?» Ce fut à son tour d'hésiter. Pendant un instant, il sembla qu'il allait répondre par une banalité, mais quelque chose dans le regard d'Aurélie le fit changer d'avis. « Mon père était neurochirurgien, » commença-t-il, tournant lentement sa tasse. « Depuis l'enfance, il me disait que le cerveau humain était le dernier grand mystère de la médecine. Je crois que j'ai intériorisé cette idée. » Il y avait plus dans cette histoire. Aurélie pouvait le sentir, mais elle n'insista pas. Certaines révélations avaient besoin de temps. Quand ils quittèrent le café des heures plus tard, quelque chose avait changé entre eux. Ce n'était pas une transformation complète. Thomas gardait encore sa réserve et Aurélie sa prudence. Mais une porte avait été entr'ouverte. « Pouvons-nous refaire cela un jour ?»
demanda-t-il avec une hésitation qui contredisait toute sa confiance habituelle. « J'aimerais beaucoup, » répondit Aurélie, sentant son visage rougir légèrement. Le lundi suivant, l'hôpital semblait vibrer d'une énergie différente. C'était peut-être simplement la perception d'Aurélie. Mais même les lumières fluorescentes semblaient moins sévères. Elle accomplissait ses tâches avec une légèreté renouvelée, consciente des regards curieux qui la suivaient dans les couloirs. La rencontre avec Thomas au café n'était pas passée inaperçue. Dans un hôpital, peu de secrets survivaient longtemps. Le matin, elle ne vit pas Thomas. Il était à une conférence à un autre étage, mais elle savait qu'ils se rencontreraient lors de l'opération. Prévue pour le début de l'après-midi, c'était une procédure de routine. L'ablation d'un méningiome bénin, mais Aurélie ressentit une anxiété qui ne correspondait pas à la simplicité de l'opération. L'horloge marquait 12h45 lorsqu'elle pressa le pas dans le couloir du 4e étage, portant un plateau avec du matériel pour la préparation de l'opération. Son esprit était partagé entre des pensées professionnelles et des souvenirs du café avec Thomas, quand un détail fatal passa inaperçu. Le sol fraîchement ciré, signalé par un petit cône jaune que tous ignoraient dans la précipitation quotidienne. Ce fut un moment de suspension, comme ces secondes étirées avant un accident inévitable. Le pied droit d'Aurélie glissa vers l'avant, le plateau vola de ses mains, et son corps, obéissant aux lois de la physique, se projeta dans l'espace. Un cri surpris s'échappa de sa gorge, attirant l'attention de tous autour, y compris de Thomas, qui sortait à ce moment précis d'une salle de réunion. Comme dans une scène de film au ralenti, Aurélie se vit tomber directement vers Thomas. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur en réalisant la collision imminente, et elle n'eut le temps que pour une pensée désespérée. Pourquoi lui? Pourquoi justement lui? L'impact fut inévitable. Aurélie se heurta de toutes ses forces contre la poitrine de Thomas, le faisant tomber au sol dans un enchevêtrement maladroit de membres et de matériel médical éparpillé. Pendant quelques secondes, le temps sembla se figer. Le couloir entier plongea dans un silence abasourdi, brisé seulement par le tintement des instruments métalliques qui roulaient encore sur le sol. Quand Aurélie parvint à comprendre ce qui s'était passé, elle se retrouva pratiquement allongée sur Thomas, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre, leurs yeux fixés l'un dans l'autre dans un choc mutuel. Il y avait quelque chose dans ce regard, surprise, confusion et autre chose, quelque chose d'indéfinissable, qui fit accélérer son cœur pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la chute. Le silence fut rompu par un rire étouffé de quelques spectateurs suivi par un autre, jusqu'à ce qu'une vague de rires nerveux parcourut le couloir. Pour Aurélie, chaque rire était comme une aiguille perçant sa dignité professionnelle. Elle sentit son visage brûler de honte et des larmes menacèrent d'apparaître dans ses yeux. « Pardonnez-moi, docteur Rivière », murmura-t-elle, essayant de se relever maladroitement. « Je n'ai pas vu le sol mouillé, C'est alors que se produisit quelque chose que personne à l'hôpital Saint-Bernard n'avait jamais vu. Thomas Rivière sourit, pas un sourire poli ou professionnel, mais un sourire authentique qui atteignit ses yeux et transforma complètement son visage. « Ce n'est rien. »« Aurélie, » dit-il, l'aidant à se relever avec une gentillesse surprenante. « Les accidents arrivent. » La foule qui s'était formée commença à se disperser, réalisant que le redouté docteur Rivière n'exploserait pas de fureur comme tous s'y attendaient. Madame Leroy s'approcha rapidement, aidant à ramasser le matériel éparpillé et vérifiant si tous deux allaient bien. « Je n'aurais jamais pensé voir le jour où quelqu'un ferait tomber le docteur Rivière et vivrait pour raconter l'histoire, » chuchota-t-elle à Aurélie, tandis qu'elle s'éloignait. L'opération de cet après-midi fut reportée. Thomas insista pour qu'Aurélie se repose le reste de la journée, inquiet qu'elle ait pu se blesser dans la chute. Elle protesta, assurant qu'elle allait physiquement bien, seulement avec l'ego meurtri, mais il fut inflexible. « Demain sera un autre jour, » dit-il, avec une douceur dans sa voix qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Cette nuit-là, seule, dans son appartement, Aurélie revécut l'incident des centaines de fois dans son esprit. La honte initiale céda la place à une curiosité croissante concernant la réaction de Thomas. Pourquoi avait-il souri? Pourquoi n'avait-il pas été furieux comme tous s'y attendaient? Et pourquoi, malgré l'embarras, ressentait-elle une étrange sensation que quelque chose d'important s'était produit dans ce couloir?
De l'autre côté de la ville, dans son appartement du Marais, Thomas ne parvenait pas non plus à dormir. Assis sur la terrasse avec un verre de whisky intact, il contemplait la ville illuminée et tentait de comprendre le tourbillon d'émotions que l'accident avait éveillé. Il y avait quelque chose dans la vulnérabilité d'Aurélie, dans les larmes contenues, dans le poids de son corps contre le sien qui avait brisé quelque chose en lui, une barrière soigneusement construite au fil des ans. Pour la première fois depuis longtemps, Thomas ressentit quelque chose au-delà de la compétence clinique et de l'ambition professionnelle. Il ressentit une connexion humaine, un éveil à la possibilité que peut-être, juste peut-être, il y avait plus dans la vie que l'excellence qu'il avait toujours poursuivie. Le lendemain matin, quand Aurélie arriva à l'hôpital, elle trouva un petit vase d'orchidées à son poste de travail avec une carte simple qui disait seulement « Pour des jours meilleurs, TR ». Elle regarda autour d'elle, cherchant l'expéditeur, mais Thomas était déjà en salle d'opération. Elle sourit, touchant délicatement les pétales blancs, sans remarquer qu'elle était observée par Madame Leroy, qui secouait la tête avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. « Attention, ma fille », pensa l'infirmière-chef. « Tu entres en territoire dangereux. » Mais il y avait quelque chose dans l'expression d'Aurélie, une détermination sereine, qui fit se demander à Madame Leroy si peut-être, juste peut-être, cette infirmière de Marseille avait ce qu'il fallait pour faire fondre le cœur du chirurgien de glace. Les jours qui suivirent l'incident dans le couloir apportèrent un changement subtil, mais perceptible, dans la dynamique de l'hôpital Saint-Bernard. Les regards qui accompagnaient Aurélie dans les couloirs n'étaient plus seulement de curiosité, mais d'un respect nouvellement découvert. Après tout, elle avait réussi ce que beaucoup considéraient comme impossible, humaniser, ne serait-ce que momentanément le docteur Thomas Rivière. Quant à Thomas lui-même, sa transformation était encore plus intéressante. Bien qu'il maintint son exigence professionnelle inébranlable, de petits gestes de considération commencèrent à apparaître dans son comportement. Il s'arrêtait pour remercier l'équipe après des procédures réussies. Il s'enquérait du bien-être des patients au-delà des aspects purement cliniques. Et plus remarquablement, il recherchait la compagnie d'Aurélie à des moments qui dépassaient la nécessité strictement professionnelle. Un après-midi, alors qu'elle vérifiait les signes vitaux d'un patient post-opératoire, Aurélie sentit une présence derrière elle. Elle se retourna pour trouver Thomas qui l'observait avec une expression contemplative. « Un problème avec le patient, docteur ?» demanda-t-elle, adoptant automatiquement une posture professionnelle. « Aucun, » répondit-il, paraissant momentanément mal à l'aise. « En fait, je voudrais t'inviter à dîner. Ce soir, si tu es disponible. » L'invitation, directe et sans préambule, prit Aurélie par surprise. Elle sentit la chaleur monter à son visage, consciente des regards curieux de l'équipe autour d'elle. « Dîner », répéta-t-elle, gagnant du temps pour contrôler sa réaction. « Oui, dîner. C'est un repas que les gens partagent habituellement en fin de journée, » répondit Thomas, avec une rare touche d'humour qui la déconcerta encore plus. « J'adorerais, » dit finalement Aurélie, avec un sourire qu'elle ne put contenir. « Parfait. Puis-je passer te prendre à 20 heures ?» Qu'elle acquiesça, échangeant des informations pratiques sur l'adresse et l'heure, consciente des murmures qui commençaient déjà à se répandre parmi les infirmières au poste. Quand Thomas s'éloigna, Madame Leroy s'approcha avec une expression qui mêlait inquiétude et curiosité. « Dîner avec le docteur Rivière, hein? Tu sais dans quoi tu t'embarques, ma petite ?»« Je n'en ai pas la moindre idée, » avoua Aurélie avec une honnêteté qui les surprit toutes deux. À 20 heures précises, la sonnette de l'appartement d'Aurélie retentit. Elle jeta un dernier coup d'œil au miroir, ajustant sa robe vert, émeraude qui mettait en valeur son teint et ses cheveux bouclés qu'elle avait laissés tomber sur ses épaules. Elle respira profondément, essayant de calmer les papillons dans son estomac, et ouvrit la porte. Thomas était impeccable dans un costume sombre, sans cravate, avec une chemise blanche qui contrastait avec sa peau bronzée. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, chacun absorbant l'image de l'autre hors du contexte hospitalier. « Tu es magnifique, » dit-il finalement, avec une sincérité qui ne laissait place à aucun doute. « Merci, » répondit Aurélie, prenant son sac. « Tu n'es pas mal non plus sans la blouse. » Le restaurant choisi par Thomas se situait dans le quartier du Marais, un établissement élégant mais discret, spécialisé dans la cuisine méditerranéenne. Ils furent conduits à une table dans le jardin intérieur, sous un ciel étoilé,
visible à travers le toit de verre, entouré d'une végétation soigneusement planifiée qui créait une sensation d'intimité. « C'est magnifique ici », commenta Aurélie, observant les petites lumières qui ponctuaient les plantes alentour. « Comment as-tu découvert cet endroit ?»« C'est là que mes parents ont célébré leur dernier anniversaire de mariage », répondit Thomas, avec une note de mélancolie qui ne passa pas inaperçue. Avant l'accident. Aurélie ressentit le poids de cette révélation. C'était la première fois que Thomas mentionnait quelque chose d'aussi personnel. « Je suis désolé, » dit-elle doucement. « Ça fait longtemps ?» Thomas prit une gorgée de vin avant de répondre. 15 ans, il revenait d'un voyage quand la voiture est sortie de la route. Mon père a eu un traumatisme crânien grave. Ironiquement, c'est moi qui ai opéré. Le sais. Silence qui suivit portait des décennies de douleur. Aurélie tendit instinctivement la main sur la table, touchant légèrement les doigts de Thomas. « Il a survécu ?»« Oui et non, » répondit Thomas avec une amertume contenue. « Physiquement, oui. J'ai réussi à le stabiliser, à retirer les caillots, à réduire la pression intracrânienne, mais il n'a plus jamais été le même. Il a perdu une grande partie de sa mobilité et de son indépendance, et surtout de cette brillante intelligence que tous admiraient. » Aurélie comprit alors l'origine de la froideur de Thomas, son obsession du contrôle et de la perfection technique. « Tu te sens coupable du résultat. » Ce n'était pas une question, mais une constatation. Thomas leva les yeux, surpris par la précision de l'observation. « En tant que médecin, je sais que j'ai fait tout ce qui était possible, mais en tant que fils... » Il laissa la phrase inachevée, le poids des mots non dits planant entre eux. « Et ta mère ?» Physiquement intacte, mais le cœur ne s'est jamais complètement remis. Elle vit maintenant dans une maison en Normandie. Je lui rends visite quand je peux, mais ce n'est pas facile. Elle me regarde encore et voit l'homme qui n'a pas réussi à sauver complètement son mari. Aurélie serra légèrement sa main. Ou peut-être qu'elle te regarde et voit le fils qui a fait l'impossible pour maintenir son père en vie. Thomas sourit tristement. Tu as une façon de voir le meilleur chez les gens, Aurélie. Pas le meilleur, simplement ce qui est vraiment, là parfois caché. Le dîner se poursuivit, la conversation passant à des sujets plus légers. Aurélie parla de son enfance à Marseille, de la grande famille bruyante et affectueuse qu'elle avait laissée derrière elle, de son rêve d'ouvrir un jour une clinique communautaire dans son quartier d'origine. « Pourquoi Paris alors ?» demanda Thomas. « Pourquoi Saint-Bernard ?» Aurélie hésita, jouant avec le dessert devant elle. Je voulais évoluer professionnellement, bien sûr. Saint-Bernard est une référence nationale. Mais aussi, j'avais besoin de me prouver quelque chose. Quoi ? Que je pouvais faire la différence même en dehors de ma zone de confort. Que ma capacité à prendre soin ne dépendait pas seulement de la familiarité culturelle ou de la chaleur méditerranéenne. Elle sourit, un peu gênée. Ça semble présomptueux, non ? Ça semble courageux, corrigea Thomas. Peu de gens auraient le courage d'abandonner tout ce qu'ils connaissent pour poursuivre un idéal. Le regard qu'ils échangèrent à ce moment portait une reconnaissance mutuelle, une compréhension que, malgré des trajectoires différentes, ils partageaient des valeurs fondamentales. À la fin de la soirée, quand Thomas la raccompagna, chez elle, il y eut un moment d'hésitation à la porte de l'immeuble. L'air entre eux semblait chargé de possibilités inexplorées. « Merci pour le dîner », dit Aurélie, brisant le silence. « C'était une soirée spéciale. »« Oui, c'était le cas, » acquiesça Thomas, semblant lutter contre quelque chose en lui. D'une impulsion, Aurélie s'approcha et embrassa légèrement sa joue. « Bonne nuit, Thomas. » Avant qu'il puisse répondre, elle entra dans l'immeuble, le cœur battant la chamade. À travers la vitre de la porte, elle le vit toucher l'endroit du baiser, comme s'il voulait préserver la sensation. Le lendemain matin, l'hôpital semblait un champ de mines, de regards significatifs et de conversations interrompues quand Aurélie passait. Le dîner avec Thomas était déjà de notoriété publique, avec des versions de plus en plus élaborées circulant dans les couloirs. « Est-ce vrai qu'il t'a emmené à Paris dans son jet privé ?» plaisanta Caroline, une technicienne infirmière, tandis qu'elle préparait des médicaments. « Bien sûr, nous avons fait l'aller-retour, dîné à la Tour Eiffel et sommes revenus à temps pour la garde, » répondit Aurélie, levant les yeux au ciel mais souriant. Thomas lui-même semblait indifférent aux rumeurs, maintenant sa routine habituelle avec une seule différence perceptible. Ses yeux cherchaient maintenant
ceux d'Aurélie chaque fois qu'ils entraient dans la même pièce, et un léger sourire, presque imperceptible pour qui ne le connaissait, « C'est pas bien », adoucissait son expression quand il la rencontrait. Cet après-midi-là, ils furent affectés à une opération délicate, un garçon de 10 ans avec une malformation artério-veineuse qui avait saigné 2 fois en moins d'1 mois. Les parents, désespérés, avaient amené leur fils de Lyon spécifiquement pour être soigné par le docteur Rivière, dont la réputation traversait les frontières. Dans la salle de préparation, avant la procédure, Thomas semblait tendu, plus que d'habitude. Aurélie l'observa se laver les mains méticuleusement, le regard distant. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, s'approchant. « Il a l'âge de mon neveu », répondit Thomas à voix basse. « Et les parents, ils ont tellement confiance en moi. » C'était la première fois qu'Aurélie le voyait exprimer une préoccupation émotionnelle avant une opération. Elle toucha légèrement son bras. « Et ils ont raison de te faire confiance. Tu es le meilleur, Thomas. » Il la regarda, vulnérable, d'une manière qu'il n'avait jamais permise auparavant. « Et si ce n'est pas suffisant? Alors nous serons là ensemble, faisant le possible et l'impossible, » répondit-elle avec une conviction qui venait du fond de son âme. Comme une équipe. Quelque chose changea dans le regard de Thomas. Une résolution, une acceptation qu'il n'était plus seul dans ce voyage. Il acquiesça lentement, et dans un geste qui les surprit tous deux, couvrit sa main de la sienne. « Comme une équipe », répéta-t-il, les mots portant une signification qui allait bien au-delà de cette opération, bien au-delà des murs de l'hôpital Saint-Bernard. L'opération du garçon de Lyon fut un succès, mais pas sans moment d'extrême tension. Pendant 7 heures, Thomas et Aurélie travaillèrent en parfaite harmonie, comme s'ils partageaient un langage silencieux qui transcendait les mots. Quand ils sortirent finalement de la salle d'opération, épuisés mais victorieux, il y avait entre eux un lien que seuls ceux qui ont affronté ensemble la limite entre la vie et la guérison pourraient comprendre. Thomas rompit le protocole en étant lui-même celui qui annonça la nouvelle aux parents. Normalement, il déléguerait cette tâche à un interne, préférant maintenir une distance émotionnelle avec les familles. Mais cette fois, avec Aurélie à ses côtés, il rencontra les parents dans la salle d'attente et expliqua la procédure, en termes simples, se permettant même un sourire réconfortant quand il vit le soulagement sur leur visage. « Votre fils est très fort, » dit-il, avec une gentillesse qui surprit même Aurélie. « La récupération sera progressive, mais nous sommes optimistes. » En sortant ensemble de la salle d'attente, Thomas semblait différent. Il y avait une légèreté dans ses pas, comme si un poids invisible avait été partiellement retiré de ses épaules. C'était différent, commenta Aurélie, tandis qu'il marchait dans le couloir. Différent? Comment? Tu ne parles habituellement pas aux familles après les opérations, pas personnellement. Thomas resta silencieux un moment, considérant l'observation. Peut-être est-il temps de changer certaines habitudes, répondit-il finalement. Puis, avec une hésitation inhabituelle, il ajouta « Serais-tu libre ce dimanche? Il y a un endroit que j'aimerais te montrer. » Le dimanche se leva ensoleillé, un de ces jours rares à Paris, où le ciel se présentait complètement bleu, sans le voile habituel de pollution. Thomas vint chercher Aurélie tôt, la conduisant jusqu'à un parking où une moto BMW R1250 GS les attendait. « Une moto ?» demanda Aurélie, surprise. « Je ne t'imaginais pas motard. » Thomas sourit, lui tendant un casque. « Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas encore sur moi, Aurélie Martin. » Le voyage les mena hors de la ville, en direction de la forêt de Fontainebleau. Aurélie enlaçait la taille de Thomas, sentant le vent contre son visage et une liberté qu'elle n'avait pas expérimentée depuis longtemps. Elle observait le paysage changer graduellement, le béton cédant la place au vert intense de la forêt préservée. Après presque 1 heure de voyage, ils arrivèrent à un petit chemin de terre qui menait à une clairière. Au centre, une modeste maison en bois s'élevait, entourée d'un jardin exubérant où des bromélias et des orchidées poussaient en harmonie avec la végétation locale. « Quel est cet endroit ?» demanda Aurélie, enchantée par la beauté sauvage et en même temps soignée de l'environnement. « Mon refuge », répondit simplement Thomas. « Je viens ici quand j'ai besoin de me rappeler qu'il existe un monde au-delà des murs de l'hôpital. » La guida à travers le jardin, lui montrant des espèces rares qu'il cultivait personnellement, expliquant avec une connaissance surprenante
le cycle de vie de chaque plante. Il y avait une passion dans sa voix qu'Aurélie n'avait jamais entendue auparavant, même pas quand il parlait des techniques neurochirurgicales les plus complexes. « Je ne t'ai jamais imaginé jardinier », commenta-t-elle, l'observant caresser délicatement une orchidée en fleurs. « C'est ma mère qui me l'a appris », expliqua-t-il. « Après l'accident de mon père, elle a canalisé toute son énergie dans ce jardin. Elle disait que les plantes étaient des patients parfaits. Elles avaient besoin de soins et d'attention, mais ne gardaient pas rancune quand on commettait des erreurs. » Cette révélation toucha quelque chose de profond chez Aurélie. C'était une facette de Thomas que personne à l'hôpital ne connaissait, l'homme derrière la blouse avec des insécurités et des passions qui humanisaient la figure presque mythique du brillant neurochirurgien. À l'intérieur de la maison, la simplicité continuait. Des meubles rustiques, une petite cuisine où Thomas prépara le déjeuner avec une habileté surprenante, des étagères remplies de livres qui n'avaient rien à voir avec la médecine, poésie, philosophie, romans, classique. « Tu cuisines », observa Aurélie, l'aidant à couper des légumes. « Un autre héritage maternel », expliqua-t-il. « Ma mère disait que tout homme devrait savoir se nourrir sans dépendre de personne. » Le déjeuner fut servi sur la véranda, avec vue sur un petit lac naturel où des libellules dansaient à la surface de l'eau. La conversation coulait naturellement, sans les pressions et interruptions constantes de l'environnement hospitalier. Ils parlèrent de rêves d'enfance, de livres préférés, de voyages qu'ils aimeraient en faire. Thomas révéla qu'avant de décider de faire médecine, il avait sérieusement envisagé de devenir botaniste. « Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis » demanda Aurélie. Thomas resta silencieux un moment, contemplant la question. Les attentes familiales, principalement. Être fils unique d'un neurochirurgien renommé ne laisse pas beaucoup d'espace pour explorer d'autres voies. « Tu le regrettes ?»« Non », répondit-il sans hésitation. « J'aime ce que je fais, mais parfois je me demande comment ça aurait été de suivre une passion née de l'intérieur, et non une qui a été soigneusement cultivée par d'autres. » Après le déjeuner, ils marchèrent sur la propriété jusqu'à trouver une petite cascade cachée entre les arbres. Le son de l'eau tombant sur les pierres créait une musique naturelle qui invitait au silence contemplatif. « C'est mon endroit préféré », confessa Thomas. « Je viens ici quand j'ai besoin de prendre des décisions difficiles ou simplement respirer. » Ils s'assirent sur une pierre lisse au bord de l'eau, laissant la brise fraîche et le son constant de la cascade remplir l'espace entre eux. Pendant un long moment, ils existèrent simplement dans cet endroit, sans mots, sans attente. « Pourquoi m'as-tu amené ici, Thomas ?» demanda finalement Aurélie, se tournant pour le regarder. La question plana dans l'air comme une feuille qui hésite avant de toucher le sol. Thomas regarda l'eau courante, comme s'il y cherchait le courage pour sa réponse. « Parce que depuis ce jour dans le couloir, quand tu es littéralement tombé dans ma vie, commença-t-il, avec un demi-sourire, quelque chose a changé. Nata. Moi qu'à l'hôpital, dans la façon dont je vois les choses. » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « C'est comme si tu avais fait tomber non seulement mon corps, mais toutes les défenses que j'ai construites au fil des ans. » Aurélie sentit son cœur s'accélérer, mais resta silencieuse, lui donnant l'espace pour continuer. « Je t'ai amené ici parce que je voulais que tu connaisses l'homme derrière le médecin, parce que cet endroit représente tout ce que je garde caché du monde, et parce que, pour la première fois depuis longtemps, j'ai envie de partager cette partie de moi avec quelqu'un. » La sincérité de cette confession laissa Aurélie sans mots. Instinctivement, sa main trouva la sienne sur la pierre, leurs doigts s'entrelaçant naturellement. « J'ai peur », admit-il, avec une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « De quoi ? De ressentir, de trop m'impliquer. Dans la salle d'opération, la distance émotionnelle a toujours été ma plus grande force. Maintenant, je commence à me demander si ce n'est pas aussi ma plus grande faiblesse. » Aurélie serra doucement sa main. « Peut-être que la vraie force réside dans l'équilibre, savoir quand maintenir la distance et quand se permettre de ressentir. » Leurs regards se rencontrèrent, chargés d'une compréhension mutuelle qui transcendait les mots. Lentement, comme s'il craignait de briser quelque chose de précieux, Thomas se pencha vers elle. Le baiser fut doux, hésitant au début, puis plus confiant, un abandon mutuel qui scellait une connexion que tous deux savaient être transformatrice. Quand ils retournèrent à Paris, à la tombée du jour, quelque chose de fondamental avait changé, non seulement entre eux, mais en chacun d'eux.
L'hôpital qui les attendait le lendemain matin trouverait 2 personnes différentes de celles qui l'avaient quitté le vendredi. La nouvelle de leur relation se répandit rapidement dans les couloirs de Saint-Bernard, générant diverses réactions. Beaucoup célébraient de voir le redouté docteur Rivière finalement montrer un côté humain. D'autres questionnèrent l'éthique d'une relation entre un médecin et une infirmière de la même équipe. Madame Leroy, toujours protectrice, appela Aurélie pour une conversation privée. « Je suis heureuse pour toi, ma fille, » dit l'infirmière-chef avec une affection sincère. « Mais tu sais que tout le monde ne verra pas cela d'un bon œil. »« J'en suis consciente, Marie, » répondit Aurélie, « mais je ne laisserai pas les opinions des autres déterminer mon bonheur. Et la différence hiérarchique, tu ne crains pas que cela affecte ton travail, ta réputation ?» Aurélie considéra sérieusement la question. « Si j'étais quelqu'un d'autre, peut-être, mais je n'ai pas construit ma carrière sur des connexions ou des faveurs. Chaque position que j'ai conquise l'a été par mon propre mérite, et cela continuera ainsi. » Madame Leroy sourit, fière de la détermination de la jeune femme. « Et lui, est-il à la hauteur de ce que tu mérites ?»« Il apprend, » répondit Aurélie avec un sourire énigmatique, « et il a un bon cœur, même si peu ont eu la chance de le connaître. » La preuve du nouveau Thomas ne tarda pas à apparaître. La semaine suivante, lors d'une réunion clinique, il surprit tout le monde en proposant un programme d'humanisation des soins neurochirurgicaux, quelque chose d'inimaginable venant de lui quelques mois auparavant. Notre taux de réussite technique est indéniable, expliqua-t-il à l'équipe réunie. Mais nous devons redéfinir ce que nous considérons comme un succès. Une procédure parfaite chez un patient qui se sent déshumanisé pendant le processus n'est pas un succès. Complète. La proposition incluait une plus grande intégration entre les équipes médicales et infirmières, des protocoles de communication plus empathiques avec les patients et les familles, et un programme de suivi post-hospitalisation qui allait au-delà des aspects purement cliniques de la récupération. Des regards surpris furent échangés dans la salle. Dr Philippe Dumont, le seul qui osait provoquer Thomas, ne résista pas. « Qui es-tu et qu'as-tu fait du vrai Thomas Rivière ?» Un rire général brisa la tension dans la salle. Thomas sourit, ses yeux rencontrant ceux d'Aurélie au fond de la salle. « Disons simplement que quelqu'un m'a rappelé que nous sommes médecins de personnes, pas seulement de cerveau, » répondit-il, avec une légèreté que peu avaient vue auparavant. La proposition d'humanisation présentée par Thomas fut approuvée par la direction de l'hôpital Saint-Bernard, mais sa mise en œuvre s'avéra plus difficile que prévu. Ce qui semblait une évolution naturelle pour certains représentait une menace à l'ordre établie pour d'autres. Le département de neurochirurgie, depuis si longtemps façonné à l'image et à la ressemblance de son leader, devait maintenant s'adapter à une nouvelle philosophie que beaucoup accueillaient avec scepticisme. Dr Henri Thibault, neurochirurgien vétéran et ami proche du père de Thomas, fut le premier à exprimer ouvertement sa résistance lors d'une réunion départementale. « Avec tout le respect que je te dois, Thomas, » commença-t-il avec un ton qui contredisait ses paroles initiales, « cet hôpital n'est pas devenu une référence nationale grâce à des câlins et des sourires. Notre excellence vient de la rigueur technique et de la discipline que tu as toi-même toujours défendue. » Thomas, qui autrefois aurait réagi avec impatience à toute remise en question de son autorité, resta étonnamment calme. « Personne ne suggère d'abandonner la rigueur technique, Henri, » répondit-il. « Je propose que nous ajoutions une dimension humaine à notre travail. Nos résultats chirurgicaux sont exemplaires, mais nos indices de satisfaction des patients sont parmi les plus bas du réseau privé. Depuis quand nous soucions-nous des enquêtes de satisfaction? Nous sommes là pour sauver des vies, pas pour gagner des concours de popularité, » rétorqua Henri, avec le soutien silencieux de certains collègues plus conservateurs. « Nous sommes là pour prendre soin des personnes dans leur totalité, » intervint Aurélie, qui participait à la réunion en tant que représentante de l'équipe infirmière. « Et le processus de guérison va bien au-delà de l'intervention chirurgicale. » Henri lui lança un regard glacial. « Avec tout le respect que je vous dois, infirmière, mais cette discussion devrait se limiter à l'équipe médicale. » Le silence qui suivit fut pesant. Tous les yeux se tournèrent vers Thomas, attendant l'explosion qui viendrait certainement. Dans le passé, personne n'aurait osé exclure un membre de l'équipe en sa présence, encore moins quelqu'un qu'il avait personnellement invité à la réunion. « Avec tout le respect que je te dois. »« Henri,
répondit Thomas, soulignant la même phrase avec une ironie subtile, mais l'infirmière Martin est une partie fondamentale de cette discussion. En fait, une grande partie de cette proposition a été inspirée par ses observations sur nos lacunes dans la prise en charge intégrale. La tension était palpable. Henri ajusta ses lunettes, visiblement mal à l'aise avec le tour que prenait la conversation. « Je comprends. Alors c'est comme ça maintenant. » Son regard alternait entre Thomas et Aurélie, laissant implicite une insinuation sur la nature de leur relation. « J'espère simplement que nous ne sacrifions pas notre identité institutionnelle pour des motivations personnelles. » Thomas sentit son sang bouillir. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Dr Philippe Dumont intervint avec son irrévérence habituelle. « Tu sais ce qui est fascinant, Henri, voir comment certains confondent identité institutionnelle avec résistance à l'évolution. Personnellement, je trouve rafraîchissant que notre chef réalise enfin qu'il y a une vie au-delà du microscope chirurgical. » La réunion se poursuivit, avec des discussions animées, mais le message était clair, le chemin vers le changement ne serait pas facile. À la fin, la majorité accepta de donner une chance au programme pilote d'humanisation, à condition que des résultats mesurables soient présentés dans 3 mois. Quand tout le monde se retira, Thomas et Aurélie restèrent dans la salle de réunion, traitant ce qui venait de se passer. « Ce n'est que le début », commenta Aurélie, organisant ses notes. « Les résistances les plus fortes viendront quand nous commencerons à mettre en œuvre des changements concrets. »« Tu regrettes ?» demanda Thomas, étudiant son expression. « De quoi? De défier le statu quo? De lutter pour des soins plus humains ?» Elle sourit, touchant légèrement son bras. « Jamais, mais je m'inquiète pour toi. » « Pour moi, pourquoi? Parce que je sais combien tu valorises le respect professionnel, et certaines personnes remettent clairement en question tes décisions à cause de notre relation. » Thomas resta silencieux un moment, réfléchissant. « Tu sais ce qui est ironique? Pendant des années, j'ai été craint et respecté pour ma froideur et ma distance. Maintenant que j'ai enfin trouvé quelque chose qui me donne envie d'être une meilleure personne et un meilleur médecin, cela est utilisé contre moi. » « C'est ainsi que ça fonctionne, » répondit Aurélie. « Les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas. » Et un Thomas Rivière capable de sourire et de défendre l'empathie comme valeur médicale est quelque chose que beaucoup ne parviennent pas encore à assimiler. Il rit, l'attirant plus près. « Eh bien, ils devront s'y habituer, parce que je n'ai pas l'intention de redevenir celui que j'étais avant. » Dans les semaines suivantes, le programme d'humanisation commença à prendre forme concrète. Thomas et Aurélie travaillaient côte à côte, affrontant les résistances, gagnant des alliés, mettant en œuvre des changements graduels mais significatifs dans la routine du département. Une des premières initiatives fut la création d'un protocole de communication avec les familles pendant les longues opérations, garantissant des mises à jour régulières et transparentes sur l'avancement des procédures. Un autre changement important fut l'inclusion de l'équipe infirmière dans les discussions de cas, valorisant leur perspective unique sur les soins quotidiens des patients. Madame Leroy, initialement sceptique quant à la durabilité des changements, devint l'une des plus enthousiastes partisanes lorsqu'elle vit ses infirmières enfin reconnues pour les connaissances qu'elles avaient toujours démontrées. « En 30 ans de profession, commenta-t-elle à Aurélie pendant une pause, je n'aurais jamais pensé voir des neurochirurgiens demander notre avis sur les plans de soins. Toi et le docteur Rivière êtes vraiment en train de changer la culture de cet endroit. Mais tout n'était pas que victoire. La résistance d'Henri Thibault et de son groupe grandissait à mesure que le programme gagnait en visibilité au sein de l'hôpital. Des rumeurs commencèrent à circuler, remettant en question les motivations réelles de Thomas, insinuant que sa capacité de leadership avait été compromise par sa relation avec Aurélie. La situation atteignit un point critique lorsque Thomas découvrit qu'Henri avait sollicité une réunion privée avec le directeur de l'hôpital, Dr Claude Mercier, pour discuter de préoccupations concernant la direction du département de neurochirurgie. « Il essaie de me saboter », confia Thomas, à Aurélie ce soir-là dans son appartement. « Il utilise notre relation comme prétexte, mais la vérité est qu'Henri a toujours voulu ma position. Il était un ami intime de mon père, il croyait que la direction du département aurait dû lui revenir quand mon père s'est retiré. »« Que te vas-tu faire ?» Le confronter,
Ce serait lui donner exactement ce qu'il veut, une preuve que je ne suis pas émotionnellement équilibré pour diriger. Aurélie l'observa un moment, remarquant les lignes de tension sur son visage, si différentes de la sérénité qu'il avait trouvée ces dernières semaines. « Peut-être devrions-nous reculer un peu », suggéra-t-elle, prudente. « Donner du temps pour que les changements soient assimilés progressivement. » Reculer ? Thomas semblait sincèrement surpris. « Ce n'est pas dans ton caractère de suggérer cela. Je ne parle pas du programme en soi, mais de nous, notre visibilité conjointe dans celui-ci. Peut-être devrais-je me retirer de la ligne de front pendant un moment, te laisser diriger les changements sans le bruit que notre relation cause. » Thomas s'assit à côté d'elle, sur le canapé, prenant ses mains entre les siennes. « C'est ce que tu veux, t'éloigner ?» Bien sûr que non, mais je m'inquiète que tout ce pourquoi nous avons travaillé soit discrédité parce que certains ne parviennent pas à séparer notre vie personnelle de nos contributions professionnelles. Et si je ne veux pas de cette séparation? L'intensité dans le regard de Thomas l'a surpris. Et si je crois que c'est précisément cette intégration entre le personnel et le professionnel qui nous rend meilleurs dans les deux domaines? Aurélie sentit son cœur s'accélérer à ces mots. « Thomas, écoute, » continua-t-il, avec une clarté qui naissait de l'adversité affrontée. « J'ai passé des années à construire des murs entre qui je suis en tant que médecin et qui je suis en tant qu'homme. Ces murs ont failli me détruire, failli me transformer en une version froide et incomplète de moi-même. Je ne vais pas les reconstruire maintenant que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui m'a aidé à les abattre. » Cette nuit-là marqua une décision. Ils affronteraient les résistances ensemble, ouvertement, sans concession aux pressions extérieures. Si le prix de la transformation du département était élevé, ils étaient prêts à le payer. La stratégie qu'ils développèrent, cependant, surprit tout le monde, y compris Henri Thibault. Au lieu de la confrontation, ils optèrent pour la transparence absolue. Thomas demanda un audit externe indépendant pour évaluer les résultats préliminaires du programme d'humanisation, comparant les indicateurs cliniques et de satisfaction avant et après sa mise en œuvre. En même temps, ils officialisèrent leur relation auprès du département des ressources humaines, demandant volontairement que toute décision administrative concernant Aurélie soit révisée par un comité neutre, éliminant ainsi toute perception de favoritisme. Le coup était risqué mais calculé. Il disait essentiellement « Nous n'avons rien à cacher, ni professionnellement ni personnellement ». La réaction d'Henri fut un malaise visible lorsque Thomas annonça ces mesures lors d'une réunion départementale. Sa stratégie d'insinuation et de manœuvres en coulisses perdait de sa force face à la transparence absolue de sa cible. Le moment décisif vint de façon inattendue à travers un patient. Monsieur Jean Fournier, un professeur d'université qui avait subi une opération complexe pour l'ablation d'une tumeur cérébrale, 3 mois auparavant, exactement quand le programme d'humanisation commençait, demanda à parler lors de la réunion mensuelle d'évaluation du département. Avec la permission de Thomas, l'homme d'âge moyen, encore visiblement en convalescence, partagea son expérience. « Il y a 2 ans, j'ai subi une première opération dans ce même hôpital avec cette même équipe. » Commença-t-il d'une voix ferme malgré sa fragilité physique. « Techniquement, ce fut un succès, mais je suis sorti d'ici en me sentant comme un cas intéressant, pas comme une personne. Personne n'a expliqué adéquatement ce qui se passerait après, quelles seraient mes limitations, comment ma vie changerait. » Il fit une pause, regardant directement Henri Thibault, qui avait réalisé sa première opération. « Quand la tumeur est revenue, j'ai envisagé de chercher un autre hôpital. Mais j'ai entendu parler des changements qui se produisaient ici, de ce nouveau programme. Et la différence a été transformatrice. » Ses yeux se tournèrent maintenant vers Thomas et Aurélie. « Cette fois, j'ai été traité comme un être humain complet. Mes peurs ont été entendues. Ma famille a été incluse dans le processus. J'ai reçu des explications dans un langage que je pouvais comprendre. Et vous savez quoi d'autre? Cela n'a pas seulement amélioré mon expérience émotionnelle, je crois fermement que cela accélère ma récupération physique. » Le témoignage spontané et émouvant de M. Fournier fit taire même les critiques les plus vocaux. Henri Thibault, visiblement mal à l'aise, fut le premier à quitter la salle après la fin de la réunion. Cet après-midi-là, Dr Claude Mercier, le directeur de l'hôpital, convoqua Thomas dans son bureau. Aurélie attendit anxieusement dans le département, craignant que la réunion secrète sollicitée par Henri ait finalement eu lieu.
Quand Thomas revint, presque 2 heures plus tard, son visage ne révélait pas le résultat de la conversation. « Alors ?» demanda Aurélie, incapable de contenir son anxiété. Un sourire lent se forma sur le visage de Thomas. Le comité exécutif a décidé d'étendre le programme d'humanisation à tous les départements chirurgicaux de l'hôpital. Claude veut que nous dirigions le processus. Aurélie laissa échapper un cri de joie, l'embrassant impulsivement. Thomas la souleva du sol, la faisant tournoyer au milieu du couloir, indifférent au regard surpris des gens alentour. « Et Henri ?» demanda-t-elle, quand ils se séparèrent enfin. « Il a demandé son transfert à l'hôpital universitaire. Apparemment, il veut se consacrer davantage à la recherche et moins à la politique institutionnelle, comme il l'a lui-même défini. » Cette victoire, bien que significative, n'était que le début. Tous deux savaient que le véritable défi serait de soutenir la transformation à long terme, en s'assurant qu'il ne s'agisse pas seulement d'un programme temporaire, mais d'un changement culturel permanent. « Je pense que nous méritons de célébrer », suggéra Aurélie, absorbant encore la nouvelle. « Tout à fait d'accord », répondit Thomas, prenant sa main tandis qu'il se dirigeait vers la sortie. « En fait, j'ai quelque chose de spécial en tête pour ce soir. » Ce qu'Aurélie ne savait pas, c'est que dans la poche de la blouse de Thomas reposait une petite boîte en velours contenant une bague, symbole d'une question qui transformerait à leur vie personnelle aussi profondément qu'ils avaient déjà transformé leur vie professionnelle. Le restaurant. Le ciel de Paris, l'un des restaurants les plus traditionnels et élégants de la capitale, brillait cette nuit-là contre le ciel sombre de la métropole. Du 56e étage, la vue panoramique de la ville créait un décor de lumière qui s'étendait jusqu'à l'horizon, comme si les étoiles étaient descendues pour danser entre les bâtiments. Thomas avait réservé une table près de la fenêtre, d'où il pouvait contempler l'immensité urbaine tout en savourant un dîner méticuleusement préparé. Aurélie était radieuse dans une robe rouge qui contrastait parfaitement avec sa peau dorée. Ses cheveux bouclés tombaient librement sur ses épaules et ses yeux brillaient d'un bonheur tranquille que Thomas ne se lassait jamais d'admirer. « À quoi devons-nous ce dîner spécial ?» demanda-t-elle, levant sa coupe de champagne dans un toast silencieux. « Avons-nous besoin d'un motif spécifique ?» répondit-il avec un sourire énigmatique. « Ne pouvons-nous pas simplement célébrer tout ?»« Tout est un motif bien vaste, » plaisanta Aurélie, « mais j'accepte, à tous ceux qui nous a amenés jusqu'ici. » Les coupes tintèrent délicatement, cristal contre cristal, tandis que leurs regards se croisaient par-dessus la table. Il y avait une intensité dans ce moment, une conscience partagée qu'ils étaient au bord de quelque chose de significatif. Soirée avança avec des conversations légères, entrecoupées de moments de silence confortable. Ils parlèrent de l'avenir du programme d'humanisation, des plans pour étendre le modèle à d'autres hôpitaux, de la possibilité de développer ensemble un protocole qui pourrait être répliqué nationalement. « Tu as transformé l'hôpital Saint-Bernard », commenta Aurélie, entre une bouchée de risotto et une gorgée de vin. « En quelques mois, tu as réussi à changer une culture institutionnelle qui semblait immuable. »« Nous avons transformé, » corrigea Thomas, « et nous y sommes parvenus parce que tu as eu le courage de briser mes défenses en premier. » Aurélie sourit, se rappelant la chute qui avait tout changé. Littéralement. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus ?» continua-t-il, ses yeux reflétant les lumières de la ville. « Comment quelque chose d'apparemment négatif, un accident embarrassant en l'occurrence, peut être le catalyseur de quelque chose de si profondément positif. Si tu n'avais pas trébuché dans ce couloir, je crois que nous aurions trouvé un autre chemin, » compléta Aurélie. « Certaines personnes sont destinées à se rencontrer, peu importe les détours. » Thomas l'observa avec une expression pensive. « Tu crois vraiment à cela ? Au destin ? » ?»« Je crois aux possibilités. »« Et au choix ?» répondit-elle après avoir réfléchi un moment. « Le hasard nous place dans des situations, mais ce sont nos décisions qui déterminent ce que nous en faisons. J'aurais pu mourir de honte après cette chute et demander mon transfert dans un autre service. Tu aurais pu réagir avec colère et m'éloigner définitivement. Je n'avais jamais pensé à cela de cette façon, admit Thomas. Que nos vies sont façonnées tant par ce qui nous arrive que par la façon dont nous choisissons d'y répondre. Exactement. Et tu as choisi de sourire ce jour-là, tu te souviens? C'était la première fois que je te voyais sourire vraiment.
La fin du dessert, un délicat parfait aux fruits rouges. Thomas sembla soudainement nerveux, chose rare pour un homme habitué à prendre des décisions littéralement vitales avec le calme d'un chirurgien expérimenté. Sa main droite visitait répétitivement la poche de sa veste, comme pour vérifier si quelque chose d'important s'y trouvait encore. « Tout va bien ?» demanda Aurélie, remarquant son agitation. « Mieux que bien », répondit-il, respirant profondément. « En fait, il y a quelque chose que je veux te demander. » Avant qu'il ne puisse continuer, cependant, son téléphone vibra insistamment dans sa poche. Avec un regard d'excuse, Thomas vérifia l'écran et son expression changea instantanément pour de l'inquiétude professionnelle. « C'est l'hôpital », expliqua-t-il, répondant rapidement. Aurélie observa sa transformation, de Thomas l'homme au docteur Rivière, le neurochirurgien, se produire en quelques secondes. C'était fascinant de voir comme il parvenait maintenant à alterner entre ces rôles avec tant de fluidité, sans perdre l'essence d'aucun d'entre eux. « Je comprends. Oui, j'y serai dans 20 minutes. Préparez l'équipe et demandez tous les examens préliminaires. » Il raccrocha et regarda Aurélie avec un mélange de frustration et de résignation. Urgence, accident grave, traumatisme multiple, un des patients avec hémorragie intracrânienne sévère. « Je viens avec toi, dit-elle immédiatement, faisant déjà signe au serveur. « Ce n'est pas ton service, lui rappela-t-il. Tu pourrais rester et te reposer. » Aurélie sourit, touchant légèrement sa main sur la table. « Nous sommes une équipe, tu te souviens, dans les bons et les mauvais moments. » Le regard que Thomas lui lança était chargé d'émotion. « Tu es extraordinaire, tu le sais ?»« Dis-moi ça après 8 heures d'opération, » plaisanta-t-elle, tandis qu'il se levait précipitamment. Dans le taxi en route vers l'hôpital, Thomas tenait la main d'Aurélie fermement, comme s'il y cherchait l'énergie pour ce qui les attendait. De l'autre main, il touchait occasionnellement le petit volume dans la poche de sa veste, un rappel que certaines questions importantes devraient attendre. L'hôpital Saint-Bernard bouillonnait de l'énergie particulière des urgences graves. L'équipe était déjà mobilisée à leur arrivée, et Thomas plongea immédiatement dans les préparatifs pour l'opération, analysant les examens, discutant du cas avec le neuroradiologue de garde, planifiant l'approche chirurgicale. Aurélie, de son côté, coordonna rapidement la préparation de la salle d'opération et de l'équipe infirmière. L'observant travailler avec tant d'efficacité et de dévouement, même en dehors de ses heures, Thomas ressentit une vague d'admiration et de gratitude qui renforça encore davantage la certitude de la décision qu'il avait reportée ce soir-là. L'opération fut complexe et exigeante, s'étendant sur plus de 10 heures. Le patient, un jeune motard de seulement 22 ans, avait subi un grave traumatisme crânien après être entré en collision avec une voiture. Son état était critique, avec une hémorragie étendue et une augmentation dangereuse de la pression intracrânienne. Tout au long de l'intervention, Thomas et Aurélie travaillèrent en parfaite synchronisation, communiquant souvent uniquement par des regards et des gestes minimes, anticipant les besoins l'un de l'autre, avec une précision qui impressionnait même l'équipe déjà habituée à les voir ensemble. Il y eut un moment particulièrement tendu lorsque la pression intracrânienne du patient augmenta dangereusement, menaçant tout le travail réalisé jusque-là. Thomas hésita une seconde, considérant les options disponibles, chacune avec ses propres risques. « Que ferais-tu » demanda-t-il à Aurélie, surprenant tout le monde dans la salle par cette consultation ouverte à une infirmière en plein moment critique. Sans hésitation, Aurélie suggéra une approche alternative pour réduire la pression, basée sur un article récent que tous deux avaient discuté quelques semaines auparavant. Thomas acquiesça, mettant immédiatement en œuvre la suggestion qui s'avéra être précisément ce dont le patient avait besoin à ce moment-là. Lorsqu'ils refermèrent enfin le crâne du jeune homme et confirmèrent la stabilisation de ses signes vitaux, il était presque midi le jour suivant. Épuisés mais satisfaits, ils sortirent ensemble de la salle d'opération. « Tu as sauvé ce jeune homme aujourd'hui, » dit Thomas, pendant qu'ils se lavèrent les mains côte à côte. « Nous l'avons sauvé, » corrigea Aurélie, comme toujours. Après avoir brièvement parlé à la famille du patient, les rassurant sur le succès de l'opération et les perspectives de récupération, ils se dirigèrent vers la salle de repos médical. La fatigue d'une nuit entière de travail intense pesait sur eux deux.
Mais il y avait aussi cette satisfaction particulière qui vient de savoir qu'ils avaient fait une différence dans la vie de quelqu'un. La salle était vide à cette heure. Le service du matin avait déjà commencé ses consultations, et celui de nuit était parti depuis des heures. Ils s'assirent côte à côte sur le petit canapé, s'autorisant enfin à se détendre. « Tu sais ce que j'ai réalisé pendant l'opération » commenta Thomas, brisant le silence confortable qui s'était installé entre eux. « Quoi ? Que je ne peux plus imaginer ma vie professionnelle sans toi. La façon dont nous travaillons ensemble, dont nous communiquons, dont nous complétons les compétences l'un de l'autre, c'est quelque chose que je n'ai jamais expérimenté auparavant. » Aurélie sourit, appuyant sa tête contre son épaule. « Je ressens la même chose. C'est comme si nous étions deux pièces d'un puzzle qui se sont enfin trouvées. » Thomas respira profondément, semblant prendre une décision. Il se leva brusquement et alla vers son casier, d'où il retira la veste qu'il avait portée la veille au soir. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Aurélie, curieuse de son agitation soudaine. « J'avais quelque chose de prévu pour hier soir, » expliqua-t-il, revenant s'asseoir à côté d'elle. « Quelque chose qui a été interrompu par l'urgence. Mais peut-être que cet endroit est le plus approprié après tout. De quoi parles-tu » Aurélie était sincèrement confuse, la fatigue rendant difficile de suivre ses pensées. Avec une solennité qui contrastait avec l'ambiance informelle de la salle de repos, Thomas sortit de sa poche la petite boîte en velours qu'il avait portée sur lui la veille. Les yeux d'Aurélie s'écarquillèrent de compréhension. « Thomas. »« Aurélie Martin, commença-t-il, ouvrant la boîte pour révéler une délicate bague en or blanc avec un saphir entouré de petits diamants. « Tu as transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Avant toi, j'étais un médecin compétent, mais un homme incomplet. Tu m'as appris que pour être vraiment excellent, il faut intégrer la tête et le cœur, la technique et la compassion. » Les larmes commencèrent à se former dans les yeux d'Aurélie, tandis qu'il continuait. « Ces dernières heures, pendant que nous luttions ensemble pour sauver ce jeune homme, j'ai eu une certitude absolue. Je veux passer le reste de ma vie à tes côtés, comme partenaire dans tous les sens. Dans la salle d'opération, à la maison, dans la construction d'un avenir qui combine le meilleur de nous deux. » S'agenouillant devant elle, sur le linoléum usé de la salle de repos médicale, sous la lumière fluorescente qui n'avait rien de romantique, Thomas posa la question qu'il avait prévu de poser sous les étoiles. « Veux-tu me faire l'honneur de m'épouser » Aurélie, des larmes coulant librement sur son visage, n'hésita pas une seconde. « Oui, 1000 fois oui. » Quand la bague glissa parfaitement à son doigt, comme si elle avait été faite spécialement pour elle, Aurélie attira Thomas vers elle pour un baiser qui scellait non seulement un engagement personnel, mais aussi une vision partagée de ce que la médecine pourrait être lorsqu'elle est pratiquée avec le cœur aussi ouvert que l'esprit. L'étreinte qui suivit fut interrompue par l'ouverture soudaine de la porte. Madame Leroy entra précipitamment, s'arrêtant brusquement en voyant la scène intime. « Excusez-moi, je ne savais pas que... »« Oh !» Son regard capta l'éclat de la bague au doigt d'Aurélie, et son visage s'illumina d'un sourire maternel. « Eh bien, ça il semble que nous ayons quelque chose à célébrer. » La nouvelle des fiançailles se répandit dans l'hôpital avec la vitesse typique des meilleures rumeurs, mais cette fois chargée d'une joie authentique qui contamina même les plus sceptiques. La transformation de Thomas Rivière, de redouté chirurgien de glace en un leader respecté qui valorisait autant l'excellence technique que la compassion humaine, semblait complète. 6 mois plus tard, le programme d'humanisation de Duizendcent, l'hôpital Saint-Bernard, recevait une reconnaissance nationale, étant cité comme un modèle à suivre par d'autres institutions. Lors d'une cérémonie tenue dans l'auditorium principal, en présence de représentants du ministère de la Santé et de grands noms de la médecine française, Thomas et Aurélie présentèrent ensemble les résultats impressionnants. Réduction des durées d'hospitalisation, amélioration significative des indices de satisfaction des patients et des familles, diminution des taux de réadmission et, peut-être le plus surprenant, une augmentation de la satisfaction professionnelle des équipes impliquées. Ce que nous avons découvert, expliqua Thomas à l'auditoire comble, c'est que l'humanisation n'est pas seulement un bénéfice pour les patients, c'est une transformation qui enrichit tous ceux impliqués dans le processus de soins. À la fin de la présentation, Dr Claude Mercier, le directeur de l'hôpital, annonça la création d'un nouveau département
dédié exclusivement à l'implémentation et à la recherche de pratiques humanisées en santé, invitant Aurélie à le diriger. C'est un choix qui reflète non seulement votre extraordinaire compétence professionnelle, expliqua le directeur, mais aussi votre vision pionnière de ce que la médecine française peut et doit être. Le regard de fierté que Thomas lança à Aurélie à ce moment disait tout. Le chirurgien qui considérait autrefois la hiérarchie hospitalière comme presque sacrée célébrait maintenant la reconnaissance d'une infirmière comme égale, comme partenaire, comme visionnaire. Par un samedi après-midi particulièrement ensoleillé, 3 mois après la cérémonie de remise de prix, Thomas emmena Aurélie à sa maison dans la forêt de Fontainebleau. Le jardin était encore plus luxuriant, avec de nouvelles espèces d'orchidées fleurissant en harmonie avec la végétation indigène. « J'ai une surprise pour toi », dit-il, la guidant vers le fond de la propriété, où un sentier menait à la petite cascade qu'ils aimaient tant. En y arrivant, Aurélie porta les mains à sa bouche, surprise. Au bord de l'eau, une petite construction en bois et verre s'élevait, parfaitement intégrée au paysage naturel. Un cabinet médical communautaire, équipé de technologies modernes, mais conservant la simplicité et le respect de la nature qui caractérisaient le lieu. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle émue. « Notre prochain chapitre » répondit Thomas, l'enlaçant par derrière tandis qu'ils contemplaient ensemble la construction. Une clinique communautaire pour servir la population rurale de la région. Des personnes qui ont rarement accès à des soins neurologiques spécialisés. Thomas, c'est incroyable. L'idée est de partager notre temps entre Saint-Bernard et ici, d'amener des internes, des infirmiers en formation, de créer un programme d'extension qui combine excellence technique et soins humanisés dans des zones défavorisées. Aurélie se retourna pour lui faire face, ses yeux brillants de larmes, de bonheur. « Tu t'es souvenu de mon rêve, d'avoir une clinique communautaire. J'ai pensé que nous pourrions réaliser ce rêve ensemble, » répondit-il, tenant ses mains. « Construire quelque chose qui combine le meilleur de nous deux, ta compassion et ma technique, ta chaleur méditerranéenne et ma précision parisienne. » À ce moment, au bord de la cascade qui avait été témoin du début de leur voyage ensemble, Aurélie eut une clarté cristalline. L'accident qui l'avait fait trébucher dans les bras de Thomas n'avait pas été simplement un moment d'embarras, surmonté, mais le début d'une transformation qui s'étendait maintenant bien au-delà d'eux, touchant d'innombrables vies à travers un nouveau modèle de soins de santé. Tu sais que cette chute dans le couloir a été la meilleure chose. Qui me soit jamais arrivé, plaisanta-t-elle l'étreignant fermement. Je suis tout à fait d'accord, répondit Thomas, l'embrassant doucement. Parfois, nous devons tomber pour apprendre à nous relever et à relever les autres avec nous. Tandis que le soleil commençait à se coucher teintant le ciel de tons dorés et rosés, ils restèrent enlacés, contemplant non seulement la clinique qu'ils avaient construite, mais l'avenir qui s'ouvrait maintenant devant eux, un avenir où compétences techniques et compassion humaines n'étaient pas des forces opposées, mais complémentaires, comme eux-mêmes l'étaient devenus. L'hôpital Saint-Bernard continuait d'être un centre d'excellence, mais il était désormais aussi un lieu où cœur et esprit travaillaient ensemble, où les chutes pouvaient se transformer en nouveaux voyages, et où une simple rencontre entre un chirurgien